Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de réseau hydraulique. Le réseau hydraulique existe à la fois dans la nature et dans des applications créées par l'homme. Il se forme quand le régime d'écoulement passe de torrentiel à fluvial. Sa présence est généralement associée à un changement de pente ou à l'existence d'obstacles ou de structures causant ce changement de régime. Je vais vous introduire ici, de façon générale, le réseau hydraulique. Je vous parlerai des différents types de réseaux qui peuvent exister, de ses caractéristiques principales, et nous verrons ensuite quelques exemples d'applications. Voici les objectifs de cette leçon. Nous allons commencer par voir que c'est un réseau. Dans la suite, on va se servir schématiquement et de façon qualitative des principes des écoulements non uniformes permanents vus dans les leçons précédentes pour comprendre en quelle occasion se forme un réseau. Nous allons voir maintenant, à l'aide de ce que vous avez déjà appris, quelles sont les implications de cette transition et leur relation avec les variables de l'écoulement. Prenons deux sections de l'écoulement. La partie à gauche correspondant à un écoulement torrentiel. La partie à droite correspondant à un écoulement fluvial. L'écoulement est défini à l'aide des variables de base, comme la hauteur d'eau, la vitesse de l'écoulement, et par les surfaces correspondant à l'écoulement et à l'énergie de l'écoulement. La ligne d'énergie, comme vous le savez, est la somme du niveau de la surface libre et de la hauteur cinétique. Comment se fait la transition entre ces deux types d'écoulement, torrentiel à gauche et fluvial à droite? La transition entre ces deux types d'écoulement se fera de manière brusque et au moyen d'un réseau hydraulique. À cette transition, qui se produit d'une manière singulière et ponctuelle, correspond un écoulement fortement variable et donc une discontinuité du point de vue de la description mathématique des écoulements à surface libre. Une représentation possible est celle reprise sur ce schéma où la surface très instable du réseau et des rouleaux cruciformes est représentée. Un aspect important des réseaux hydrauliques est la perte de charge ou dissipation d'énergie, qui y est associée et qui peut être très élevée. Cette perte de charge ou d'énergie est représentée ici par la lettre J. Dans certains cas, elle peut être de l'ordre de 80% de la charge à l'amont. Elle se calcule sur la base des charges hydrauliques à l'amont et à l'aval du réseau. Finalement, une variable importante pour définir le réseau est sa longueur, indiquée ici par la lettre grecque lambda. Dans cette première vidéo d'un réseau hydraulique produit en laboratoire, on voit clairement les différents types d'écoulement, torrentiel à gauche et fluvial à droite. La transition entre les deux se fait par le réseau, caractérisé par une surface instable associée au rouleau qui se forme. Les oscillations du réseau provoquent des ondes irrégulières qui se propagent vers l'aval. Dans cette deuxième vidéo, plus détaillée, on observe que le réseau hydraulique est caractérisé par un écoulement très turbulent avec entraînement d'air associé à la surface instable. On observe la présence des rouleaux et des jets qui peuvent être plus ou moins intenses et stables, comme on le verra dans la suite. Nous allons maintenant parler de la longueur du réseau. Reprenons le schéma du réseau. Il n'existe pas de théorie bien établie sur la longueur du réseau. On sait néanmoins, au moyen d'études expérimentales menées en laboratoire, que les conditions de l'écoulement à l'amont et la hauteur d'eau à l'aval sont importantes pour la détermination de la longueur du réseau. La relation entre la longueur du réseau, déterminée empiriquement, et les conditions de l'écoulement est représentée sur ce graphique. Ce graphique reprend en abscisse le nombre de fruits à l'amont du réseau, défini comme le rapport entre V1 et la racine de GH1, et en ordonnée le rapport entre la longueur du réseau lambda et la hauteur d'eau à l'aval, H2. Il ressort de ces graphiques une relation claire entre ces deux paramètres. Gardons cependant en tête que ce graphique est d'origine empirique et qu'il a été établi expérimentalement. Pourtant, par rapport aux échelles typiques des études sur les rivières ayant comme ordre de grandeur des kilomètres, le réseau hydraulique peut être considéré comme une singularité ponctuelle de l'écoulement. Nous allons maintenant voir comment on peut classifier le réseau.
Le paramètre déterminant pour cette classification est le nombre de fruits correspondant aux conditions de l'écoulement à l'amont. Le type de réseau dépend de la valeur de ces nombres adimensionnels. Ainsi, on commence par vous introduire sommairement le nombre de fruits. Il correspond au rapport entre la vitesse de l'écoulement et ce qu'on peut appeler la vitesse de propagation des perturbations de l'écoulement, VC. Si la vitesse de l'écoulement, ici représentée en bleu, est inférieure à celle de la propagation des perturbations, les perturbations de cet écoulement peuvent se propager vers l'amont et vers l'aval. Cette situation, où le nombre de fruits est inférieur à 1, correspond à l'écoulement fluvial. Si la vitesse de l'écoulement est supérieure à celle de la propagation des perturbations, celles-ci peuvent se propager que vers l'aval. Cette situation, où le nombre de fruits est supérieur à 1, correspond à l'écoulement torrentiel. Si le rapport entre la vitesse de l'écoulement et la vitesse de propagation des perturbations est égal à l'unité, l'écoulement est critique. Ainsi, reprenant le schéma du réseau hydraulique, l'écoulement torrentiel à gauche aura un nombre de fruits supérieur à l'unité et l'écoulement fluvial à droite un nombre de fruits inférieur à l'unité. Nous allons voir maintenant comment on peut classifier le réseau hydraulique en fonction du nombre de fruits à l'amont. Ainsi, pour un nombre de fruits proche de 1 et généralement inférieur à 1,7, le réseau sera de type ondulé. Comme le nom l'indique, la surface d'eau présente des ondulations. Les hauteurs d'eau, à l'amont et à l'aval, sont proches de la hauteur critique, de sorte que la surface de l'écoulement oscille autour de cette hauteur. Pour un nombre de fruits compris entre 1,7 et 2,5, le réseau est caractérisé de faible. Des rouleaux discrets apparaissent, mais la surface d'eau reste lisse à l'aval. Pour un nombre de fruits compris entre 2,5 et 4,5, le réseau est oscillant. Dans ce cas, on observe un jet oscillant vers le fond du canal et vers la surface d'eau. Les oscillations provoquent des ondes irrégulières qui se propagent vers l'aval. Si le nombre de fruits d'amont est entre 4,5 et 9, le réseau est stable. L'extrémité côté aval des rouleaux et la position où le jet tend à quitter le fond du canal sont sur la même verticale. Ce type de réseau est très stable. Il dissipe entre 40% à 70% de l'énergie spécifique à l'amont. Finalement, pour un nombre de fruits d'amont supérieur à 9, le réseau est raide. Le jet est perturbé par les rouleaux, induisant la propagation d'ondes importantes vers l'aval. La perte d'énergie spécifique, induite par ce type de réseau, est très élevée et peut atteindre les 85%. Notons que les limites utilisées pour la classification de réseaux ne sont pas rigoureuses. La classification dépend aussi de la forme de la section et des conditions locales. Dans cette leçon, je ne vous ai parlé que du réseau dénoyé, à surface libre. Selon les conditions de l'écoulement à l'aval, le réseau peut aussi être noyé. Ce sera l'objet d'une leçon future. Je vais vous parler maintenant d'un des aspects les plus importants du réseau, sa capacité à dissiper de l'énergie. On reprend le réseau produit en laboratoire issu des vidéos montrées auparavant. Ici, on représente les hauteurs d'eau, amont et aval du réseau. Nous allons maintenant regarder en détail les tuyaux de pitot installés à l'amont et à l'aval, comme le montre la figure. Avec l'aide des tuyaux, nous pouvons mesurer la charge hydraulique d'un de sections de référence. Nous pouvons remarquer que la hauteur cinétique est nettement supérieure à l'amont qu'à l'aval. Nous remarquons aussi que la ligne d'énergie d'écoulement a une dénivellation importante entre les deux sections. Finalement, ici on peut voir clairement la quantité d'énergie que le réseau dissipe entre les deux sections. Nous allons voir, d'une façon schématisée, l'utilisation la plus fréquente du réseau hydraulique, la dissipation d'énergie. Considérons cette rivière à pente faible. La surface d'eau
et la ligne d'énergie totale de l'écoulement sont représentés. Imaginons maintenant qu'un barrage soit construit. Ce peut être un grand barrage pour la production d'hydroélectricité ou bien un seuil de dimension modeste pour la régularisation de la pente du cours d'eau. Le principe de fonctionnement est le même. Ce barrage va provoquer une accumulation d'eau à l'amont. L'eau stagnante à l'amont va monter. Un lac ou un réservoir va s'établir. À un certain moment, il faut lâcher de l'eau vers l'aval. Avec la montée de l'eau, l'énergie de l'écoulement s'accumule aussi à l'amont. L'énergie atteint ainsi un niveau supérieur à l'énergie initiale de l'écoulement dans la rivière. Généralement, nous ne pouvons pas restituer l'écoulement chargé de cette énergie directement sur la rivière aval. En effet, cette introduction additionnelle d'énergie pourrait donner naissance à des affouillements et des érosions, causant des dégâts graves sur les lits et sur les berges. Il faut donc trouver une solution pour dissiper cette énergie de façon efficace et sur un court espace. On se sert typiquement du réseau hydraulique pour effectuer cette fonction. L'ingénieur devra faire les calculs de l'écoulement et provoquer un réseau hydraulique sur un tronçon contrôlé où des dispositifs de protection contre les affouillements et l'érosion sont construits. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va voir des exemples de réseaux hydrauliques. Voici une de ces situations où nous utilisons le réseau pour dissiper l'excès d'énergie créé par la construction d'un seuil. On voit le seuil qui provoque l'accumulation d'eau à l'amont pour une dérivation d'eau, obligeant à une protection du lit quand l'eau qui n'est pas dérivée est restituée au cours d'eau. On voit ici un autre exemple où un évacuateur de crue provenant d'un aménagement pour la production d'électricité est muni d'un bassin de dissipation d'énergie à l'aval. Celui est construit en béton et contient le réseau en cas de crue. Cette image montre des essais en laboratoire pour l'optimisation d'un système de dissipation d'énergie de l'écoulement à l'aval d'un canal évacuateur de crue et au moyen d'un réseau hydraulique. Finalement, dans cette vidéo, on voit un cours d'eau à faible pente où des seuils ont été installés transversalement pour stabiliser la pente. On voit clairement que l'écoulement sur le seuil passe en régime critique, puis passe en régime torrentiel, puis est suivi d'un réseau et repasse finalement en régime fluvial, qui est le régime qui caractérise ce cours d'eau. Ainsi se conclut cette leçon dans laquelle je vous ai présenté les notions de base sur le réseau hydraulique. Vous en verrez des aspects plus théoriques dans les leçons suivantes.